Septembre 1969. Ho Chi Minh, le leader du tiers-monde le plus révéré de tout le mouvement de la décolonisation après Gandhi, le dirigeant vietnamien qui tient tête depuis 5 ans à la puissance militaire américaine dans sa capitale bombardée mais vibrante, Hanoï, Ho Chi Minh est mort en pleine guerre du Vietnam, 50 ans après avoir commencé son long et double combat contre les impérialismes et pour le communisme. Il ne verra pas son cher Vietnam réunifié en 1976 par son non moins cher Parti communiste. Dès ce moment, sa personne et son histoire complexe symbolisent parfaitement la rencontre de plusieurs univers parallèles. L'émancipation coloniale, le socialisme asiatique, le mouvement communiste et la révolte de la jeunesse de l'Occident. Ce long combat commence en septembre 1945, quand 24 heures seulement après la capitulation japonaise, il proclame la première république démocratique du Vietnam à Hanoï. Revenons donc sur la situation du Vietnam en cette cruciale année 1945. Colonisée en plusieurs étapes au XIXe siècle, l'Indochine française est la perle de l'Empire, convoitée par les nouvelles puissances montantes de l'Asie, Chine républicaine de Chiang Kai-shek et surtout Japon impérial. La première invoque l'ancienneté des liens culturels, le second joue de son prestige de puissance militaire victorieuse des Européens. Après la chute de la France en juin 1940, le pouvoir colonial vichiste ne survit qu'avec le bon vouloir des Japonais qui prennent ses représentants en sous-locataires placés sous leur protection dès le printemps 1941. Puis par un coup de force ultime, le 9 mars 1945, l'armée japonaise a aboli les derniers vestiges du pouvoir colonial français et massacré les maigres troupes vichistes qui demeuraient sur place. Mais le 2 septembre 1945, le Japon a capitulé. Qui va alors reprendre le pays en main? Les Français sont prêts à revenir, soutenus par les seuls Anglais. Quant aux Américains, alliés de la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek, ils misent alors tout sur une décolonisation radicale et rapide de l'Asie et sur une Indochine sous influence chinoise. C'est à ce moment qu'apparaît la figure de Ho Chi Minh, leader vietnamien réfugié en Chine. Convaincu qu'il représente une composante nationaliste et pro-chinoise, ce sont les Américains eux-mêmes qui affrètent l'avion qui le ramène depuis le Yunnan jusqu'à Hanoï. Mais qui est cet homme? Ho Chi Minh appartient à cette classe d'enfants de mandarins cultivés mais appauvris que la modernisation catastrophique intervenue à la génération de leurs parents a laissé aux marges de la société nouvelle. Mais c'est aussi un modernisateur tourné vers la culture française qu'il absorbe avec enthousiasme. C'est d'ailleurs en France que commence sa carrière politique, comme membre du Parti socialiste et ses fillots d'abord, puis du tout jeune Parti communiste après 1920, dont il dirige un temps l'activité dans l'immigration, avant de parfaire sa formation à Moscou. Puis en 1930, il fonde à Hong Kong le Parti communiste indo-chinois, en fédérant 3 groupes de communistes vietnamiens d'origine différente. Ce parti deviendra rapidement la première force politique du pays. Réfugié en Chine en 1940, Ho Chi Minh y fonde dès 1941 la Ligue révolutionnaire pour l'indépendance, ou Viet Minh, et met tout d'abord ce petit noyau vietnamien au service de la lutte anti-japonaise, ce qui lui vaut le soutien matériel des Chinois encore unis contre le Japon, et surtout des Américains. Si le 2 septembre 1945,
Ho Chi Minh, bondissant dans le vide de pouvoir ainsi créé par l'anéantissement mutuel des Japonais et des Français, proclame à Hanoï le premier État socialiste du continent asiatique, la République démocratique du Vietnam. Il n'est pas opposé en réalité à un retour mesuré de la France en Indochine. Et lorsque fin 1945, un corps expéditionnaire mené par le général Leclerc tente de se réinstaller au sud, à Saigon, Ho Chi Minh ne va pas jouer la carte de l'affrontement, mais plutôt chercher à sceller une entente entre ces deux noyaux embryonnaires d'État vietnamiens. Pourquoi ? Par tempérament francophile, comme par sagacité tactique, l'oncle Ro, comme on l'appelle déjà, est favorable à un retour mesuré de l'influence française pour faire pièce aux menées sino-américaines. 4 mois plus tard, il accomplit un geste extraordinaire en s'embarquant pour la France qu'il n'avait plus vue depuis les années 20, se plaçant délibérément en otage de la puissance coloniale pour trouver avec les dirigeants de la nouvelle 4e République un accord définitif. Ce sont les négociations de Fontainebleau qui démarrent en juillet 1946. Mais Ho Chi Minh est pris de court par l'approche de la guerre froide en France même, qui le fait apparaître de plus en plus comme un simple séide de Moscou. La conférence de Fontainebleau échoue dès septembre 1946, mais la décision unilatérale de l'amiral d'Argentlieu, haut commissaire gaulliste en Indochine, de commencer les opérations pour récupérer toute l'autorité sur le Vietnam du Nord, enclenche la guerre véritable. C'est le bombardement naval de Haiphong en novembre 1946 qui a ainsi forcé la main de Paris. Ho Chi Minh repart, écœuré, pour reprendre le combat pour l'indépendance sur la terre vietnamienne. Il ne quittera plus cette terre, ni la guerre du reste, jusqu'à sa mort, 23 ans plus tard. Cette première guerre d'Indochine, contre la France et ses alliés anticommunistes locaux, durera 7 ans. Ho Chi Minh et son gouvernement passent dans la clandestinité et organisent la guérilla communiste qui, conformément à la doctrine maoïste, n'avait pas tardé à s'étendre dans les campagnes. Handicapé par son parti communiste puissant qui lui interdit l'utilisation du contingent, la France tient bon néanmoins jusqu'en 1949 avec des moyens de fortune. Mais avec la victoire des communistes chinois, tout va changer à partir de 1950. Le Viet Minh va bénéficier de l'appui direct de la Chine populaire, désormais appuyé sur des ressources quasi illimitées et des troupes fraîches qui renforcent les Vietnamiens. Ho Chi Minh peut s'emparer de tout le nord du Tonkin, tandis que le chef de l'armée du Viet Minh, le stratège Vo Nguyen Giap, resserre le contrôle de ses irréguliers sur Saigon jusqu'au coup d'arrêt de Hoa Binh en 1950, mais il réussit 3 ans plus tard l'exploit d'encercler le camp retranché de Dien Bien Phu pendant l'hiver 1954. Cette seule vraie victoire militaire de la décolonisation provoque le basculement de l'opinion française. En pire mendès France, Ho Chi Minh trouvera enfin l'interlocuteur qu'il avait vainement cherché en 1946. Aux accords de Genève de juillet 1954, le Vietnam sera donc divisé en deux. Le Viet Minh s'installe au nord du 17e parallèle et le gouvernement du faible empereur Bao Dai au sud. Mais tandis qu'au nord communiste, Ho Chi Minh veut établir fermement son pouvoir, les Américains auront tôt fait d'installer au sud le professeur catholique Ngo Dinh Diem en remplacement de Bao Dai et d'y créer une dictature anticommuniste et nationaliste symétrique de celle du Nord. Les années entre 1954 et 1960 sont les plus difficiles de la carrière de Ho Chi Minh. La Chine de Mao exerce alors une hégémonie presque sans partage sur la petite République démocratique du Vietnam, au nord du 17e parallèle. Son lieutenant Truong Trinh, admirateur fanatique des méthodes chinoises, prend en main la collectivisation autoritaire du Tonkin, provoquant des dizaines de milliers de morts et une désorganisation profonde des villages. Dès ce moment, le général Giap condamne ces excès. Mais Ho Chi Minh modère ses critiques de peur de lézarder l'unité du parti. Il fait mine de soutenir Mao contre les soviétiques, sans pourtant jamais rompre avec Moscou. Pendant tout un temps, sa profonde culture chinoise et son ascendant sur Mao lui-même parviennent à préserver l'équilibre avec le grand voisin du Nord, mais pour éloigner les dangers d'une scission communiste qui prendrait en écharpe le parti vietnamien, la seule solution lui semble désormais l'intensification de la lutte au sud contre Diem. Car celui-ci, cassant et autoritaire, a aussi fort à faire pour maintenir l'unité anticommuniste. La guerre va bientôt reprendre de plus belle et s'ouvre ainsi la 3e partie de la vie de Ho Chi Minh, la marche vers la reconquête d'un Vietnam réunifié.
Les opérations de guérilla des communistes, commencées en 1957, prennent dès 1960 la forme d'une véritable guerre. Ho est assez implanté pour créer au sud un front de libération nationale, le Viet Cong, qui promet à mi-voix d'éviter certaines erreurs commises au nord. La lutte armée et ses succès de plus en plus retentissants permettent aussi à Ho Chi Minh de s'émanciper peu à peu de la tutelle chinoise. Bientôt débordés, les gouvernants sud-vietnamiens font appel à l'aide militaire américaine, mais Kennedy, de plus en plus sceptique sur le bien fondé de la guerre, finira par demander à la CIA de le débarrasser de Diem, lequel sera assassiné par ses propres militaires quelques jours avant Kennedy lui-même, en octobre 1963. Désormais, l'oncle Ho est devenu le symbole tout à la fois d'un tiers-monde qui défie l'Occident, d'un communisme ascétique et modeste qui ranime la flamme révolutionnaire, sans tomber dans la déprime soviétique ni dans l'exaltation maoïste, mais aussi, par-delà les idéologies, d'une patiente obstination quasi confucéenne dans la recherche d'un idéal patriotique qui peut aussi faire penser à Atatürk, à Gandhi, à Ben Gurion. Ho Chi Minh, capitaine courageux d'un Vietnam assiégé, dirigera encore 5 ans la guerre contre les Américains installés en force au sud à partir de 1966. Il revit une dernière fois le scénario classique de la guerre du peuple, action de guérilla depuis le delta du Mékong jusqu'à la zone démilitarisée, construction à travers le Laos et le Cambodge d'une piste qui portera son nom et où l'armée du Nord se glisse par petites unités mobiles pour renforcer le FNL, le Viet Cong, puis s'y substituer. Nouvelle tentative sanglante et désespérée pour détruire le régime du Sud en 1968, l'offensive du Tet. Ho Chi Minh meurt un an plus tard, en 1969, 6 ans seulement avant la victoire communiste et la chute de Saïgon. Il est très préoccupé par l'offensive du Tet qui a été brisée et avec elle, le ressort du Parti communiste au Sud décimé. Les épreuves subies par le Vietnam tout entier obèrent déjà gravement la reconstruction future. Certes, Ho Chi Minh meurt en pleine gloire, tout comme Moïse en vue de la terre promise, apaisé par le début de réalisation de son grand dessein, mais tiraillé aussi par l'angoisse d'un projet déjà rongé par la décomposition en marche du mouvement communiste entre l'écrasement du printemps de Prague et les grands cimetières de la révolution culturelle de Pékin. Par grâce spéciale de son créateur, Ho Chi Minh ne verra pas la dislocation progressive de son mirage révolutionnaire.